Alors là, vous avez fait un petit peu un musée de l'histoire justement de cette famille Rampal. Ici, on se trouve avec quelques objets, on voit des anciennes balances. Voilà, alors on a des choses qui fonctionnent encore tout à fait, hein. Ça c'est pour peser nos paillettes. Voilà, et puis c'est surtout pour nous important quand les personnes viennent nous rencontrer, voilà, en tant que fabricant, de pouvoir expliquer justement ce que c'est que le savon. Le savon bon, de chez Rampal, bien sûr, hein, qu'est-ce qui fait notre différence avec d'autres savons, mais aussi justement, quelle est la différence par exemple entre le savon de Marseille, quand on parle de l'extra pur, et la savonnette. Hein, on pourrait dire, bah, tout ça c'est du savon, ça revient au même. Et bien non, grâce à ce petit musée, c'est vrai qu'on peut arriver à expliquer que, ben voilà, dans l'extra pur, savon de Marseille extra pur, on garantit en mise au chaudron 72% d'huile 100% végétale. C'est un minimum que l'on garantit. Alors que sur la savonnette, on va se permettre justement d'être encore plus riche en huile. Alors toujours pareil, c'est notre choix depuis voilà, des générations, d'être sur des huiles 100% végétales. Mais on va être à plus de 90%. Et puis là, on va commencer à s'amuser, d'une part pour le plaisir, alors que là, on est dans le savon traditionnel pour la propreté, hein, du corps et du linge. C'est vraiment le savon le plus sobre, quelque part qu'il soit, puisqu'il n'y a pas de colorant, pas de parabènes, pas de conservateurs, pas de parfum, voilà, c'est des huiles, ce sont des huiles. Alors que là, on va mettre de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, des compositions parfumées, des huiles essentielles, voilà, qui va faire qu'il y a un côté plaisir qui va se dégager de ce savon-là. Et puis nous, dans nos formulations, on va s'attacher aussi à aborder un côté soin, sans être dermatologue, bien sûr, mais se dire, voilà, si on met de la terre d'argile, hein, dans nos savonnettes, notamment celle-ci, qu'avait baptisé très astucieusement d'ailleurs Monsieur René Rampal. Hop là, le miracle argile-olive. Voilà, c'est parce que justement, il avait cette intuition de mettre de l'huile d'olive qui va être extrêmement nourrissante pour la peau et de mettre de l'argile qui a des vertus reconnues d'être justement matifiante, donc pour les peaux grasses, les peaux d'adolescents, etc. Voilà, ça va aider à faire un côté soin qu'aura justement autre chose pour la savonnette au miel. Voilà, parce que le miel est très nourrissant. Voilà. Ce qu'on met à l'intérieur. Tout à fait. Les Rampal, pourquoi c'est vrai si on a survécu alors qu'on était une toute petite savonnerie, c'est parce qu'ils ont eu des intuitions très fortes. Là, vous voyez, on a les portraits. Hein, et Pierre Rampal, quand il a fondé la savonnerie avec ses deux enfants, François et Jacques, voilà, à chaque génération, il y a des choses qui ont été apportées et qui ont permis justement à la savonnerie de survivre. Hein, et on est passé de la fabrication du gros bloc, hein, même si c'était parfois des barres de savon de Marseille, de 2 kilos voire plus, à cette intuition de créer le petit savon pour la toilette. C'était révolutionnaire, quoi. Et donc, à partir du moment où il avait fait cette expérience de fabriquer le petit savon pour la toilette, et bien après, il a commencé à la décliner avec les senteurs provençales, avec de l'huile d'olive, de l'huile essentielle de lavandin, de l'amande, etc., etc., du miel. Voilà, ce qui fait qu'on a une belle gamme qui s'est étoffée avec, après, dans les années 50 aussi, la fabrication du shampoing. Ça aussi, c'était commencé à être révolutionnaire. Le shampoing, toujours traditionnel au miel. Voilà, Monsieur Rampal avait choisi de faire des bases, voilà, tout à fait équilibrées selon les différentes gammes. Le miel, l'amande douce, l'huile d'olive. Voilà. Et dessus se greffe justement des senteurs provençales. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu apporter à la savonnerie? Eh ben, c'est la gamme bio, par exemple, qui n'existait pas du tout, en fait. Donc, en même temps, le savon de voilà. Marseille, quelque part, il est bio dès le départ, non? Et ben voilà, c'est vrai que voilà, si on avait la demande, on aurait du mal à le faire en bio, parce que quelque part, voilà, de lui-même, il est naturel. Donc voilà. Mais le bio rassure aussi une certaine clientèle qui, justement, par la position de certification, voilà, peuvent se dire, voilà, moi, je suis sûre de ce que j'achète. Il y a voilà, une charte qui est respectée, voilà. Alors l'été, on essaie de s'adapter au fait que le passage est plus important. Donc on propose une visite chaque jour, du lundi au vendredi, à 10h30. Il suffit juste de se présenter 5 minutes avant, voilà, parce qu'on fait des groupes de 20 personnes maximum, parce que comme les locaux sont étroits, voilà, s'il y a plus de monde, on fait 2 groupes. Et la visite est gratuite, ce qui permet aussi d'offrir aux passants qui viennent avec leur famille de profiter, voilà, de lieux, voilà, et puis d'expliquer un petit peu, voilà, de la fabrication traditionnelle d'un bon savon qui est fait en Provence, voilà, avec une forte tradition aussi locale. Jean-Louis Plot et Irène, sa femme, sont des héritiers conscients et responsables de ce savoir-faire accumulé sans interruption depuis le XVIIIe siècle.
De cette époque florissante du début du XXe siècle, il ne reste que 2 savonneries en activité à Salon de Provence. L'Office de tourisme de la ville propose aux visiteurs, par le biais de balades intitulées Les flâneries Instants privilégiés, qui se poursuivent tout l'été jusqu'au 30 septembre, de visiter ces sites emblématiques de la ville et bien d'autres. Nous continuons notre balade pour visiter le patrimoine architectural de Salon de Provence et le quartier des Savonniers. Magali, vous êtes guide conférencière historienne. Nous allons parler ici des monuments emblématiques finalement de la ville de Salon de Provence et notamment de ce château qui était un château à l'époque, qui est transformé maintenant en palais de justice. C'est ça, oui. Alors comment s'appelle-t-il ce château? Alors c'est le château Armieux, du nom du propriétaire, de celui qui l'a fait construire, qui était donc un négociant, Édouard Armieux. C'est une histoire même assez romantique, puisqu'il a été construit dans un premier temps, donc on a construit une première bâtisse, un peu sur le modèle des châteaux de la Renaissance française, mais tout petit, puisque vous avez cette tour qui en réalité n'abrite qu'un escalier hélicoïdal, hein. C'est même pas un appartement. Ce qui va se passer, c'est qu'il va connaître à l'Opéra d'Avignon une cantatrice belge qui s'appelle Julie de Porter. Il va l'épouser et par amour donc pour son épouse, il va ajouter à cette première construction une grande salle, une salle de réception qui servira aussi de concert pour madame. Et l'originalité de cette salle sera qu'elle sera totalement orientaliste. Nous allons pénétrer à l'intérieur pour découvrir la salle d'audience, qui est maintenant la salle d'audience. Oui, mais tout d'abord, il y a une autre salle qui est intéressante quand même, puisque là, donc, nous sommes dans la première partie du bâtiment. Et bon, vous voyez comme les dimensions sont petites. Là, c'était donc la salle à manger, dans un style qui rappelle donc les plafonds à la française du XVIIe siècle, avec des tapisseries. Vous voyez, des motifs de chasse dans l'esprit des tapisseries flamandes. Donc là, on est, disons, et des boiseries, on est, disons, dans le XVIIe siècle français. Et après, tout de suite, on va passer dans un style orientaliste. Mais donc, malheureusement, il reste peu de choses. Hein. Si ce n'est la coupole qui a été réalisée par le peintre marseillais David Delpiane, qui a également réalisé les portraits en pied de Monsieur et Madame Armieux. Elle en diva, lui en chasseur. Alors c'est une fausse mosaïque, hein, qui représente une chasse assyrienne. C'est un motif assez rare, hein, on ne sait pas qui a été à l'origine, probablement le peintre Delpiane, qui a dû s'inspirer de fresques qui avaient été trouvées donc, en Assyrie et qui avaient été récupérées par des archéologues anglais et qui se trouvaient donc au British Museum. De même, ce qui reste du décor orientaliste, vous avez donc des carreaux de ciment signés Lanier, qui était un entrepreneur salonnais. Et là, on retrouve un motif mauresque. Malheureusement, il ne reste que ça. Il était d'usage pour les propriétaires de laisser leurs initiales? Tout à fait, donc là c'est ce que l'on appelle le monogramme. Hein. Vous avez le A et le E entrelacés, Édouard Armieux. Là on le trouve donc sur l'entrée, sur les portes, mais la plupart du temps on va retrouver ce monogramme sur les portails. Ce sont de beaux portails, de beaux travaux de ferronnerie où l'on retrouve le monogramme et les initiales entrelacées. Voilà, pour marquer c'est la marque de fabrique. Les maisons des Savonniers ont été construites sur le modèle de l'hôtel particulier parisien du XVIIIe siècle avec une toiture en ardoise à la mansarde, un matériau qui n'est pas du tout utilisé en Provence. Mais là, ici, nous avons un cas complètement singulier. C'est le château d'Henri Pascal, donc encore un négociant, mais qui, lui, a été construit sur le modèle des châteaux de la Renaissance italienne. Avec 3 corps de bâtiment et un système de loggia, comme on pouvait le retrouver à la Renaissance italienne.
de notre étape, ici, au Cercle des Arts et Métiers, devant ce bâtiment. Alors vous allez nous parler un petit peu de son histoire également. Les cercles des arts et métiers ont vu le jour en France sous la monarchie de Juillet, hein, dans les villes de commerce comme était Salon à l'époque. Alors le bâtiment lui est postérieur puisqu'il date comme toutes les maisons des savonniers de la fin du 19e siècle. Alors ce sont des cercles donc qui étaient réservés donc aux hommes puisque les femmes n'étaient admises que pour les réceptions. Il fallait donc être parrainé. Hein. C'était donc des cercles assez républicains, puisque soi-disant étaient ouverts à tout le monde. Cercles de détente et de loisirs, donc, où on aimait bien aussi se consacrer aux œuvres, aux bonnes œuvres, aux œuvres philanthropiques, mais aussi on y parlait pas mal politique. Il y avait en particulier les blancs et les rouges, comme c'était la tradition. Voilà. C'est en 871 qu'apparaît pour la première fois le nom de Salon. Forte d'un riche passé historique, vous découvrirez ces monuments au fil des rues. Cité de Nostradamus, figure de la Renaissance, Michel de Nostredame s'établit à Salon en 1547 et y demeure jusqu'à sa mort en 1566. Vous pourrez visiter la maison de Nostradamus où il vécut et où il écrivit ses célèbres prophéties. Et Nostradamus est tellement présent dans cette cité qu'un chocolatier a décidé de créer un chocolat à l'effigie du célèbre astrologue. Nous sommes à Salon de Provence, je suis en compagnie de Jean-Marie Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître artisan chocolatier et vous avez une spécialité, le Nostradamus. Alors j'aimerais que vous nous parliez de cette spécialité de ce chocolat. Donc c'est une spécialité qu'a créée mon père en 1966 en commémoration de la mort de notre mage et astrologue qui a vécu à Salon. Et donc c'est une spécialité composée d'une pâte d'amande avec des écorces d'orange confites, un petit peu de Grand Marnier et enrobé de chocolat blanc. Quand on le mange, on peut faire des prédictions après ou... Et oui, je ne garantis pas non plus que ça se réalise, mais on peut faire des prédictions. Alors vous êtes installé ici depuis quand? Ça, c'est une entreprise que j'ai repris en 2005. Et avant, j'avais une pâtisserie dans le centre-ville de Salon. Elle était existante déjà, cette chocolaterie? Oui, tout à fait existante. Oui, depuis combien d'années? 30 ou 40 années. Ouais. D'accord. Et donc le Nostradamus, vous arrivez à le vendre au Salonnais ou plus loin? Ça devient plus loin, mais en fait, ce sont les Salonnais qui, quand ils vont en vacances ou à l'étranger ou en France, exportent un peu le Nostradamus à leurs amis, à leur famille. Alors ici, l'été, les flâneries, donc à Salon de Provence, permettent au public et aux visiteurs de venir découvrir la chocolaterie et de comprendre un petit peu la fabrication. Tout à fait, c'est l'initiative de l'Office du tourisme qui a lancé ces opérations de flânerie, avec différents artisans et agriculteurs, producteurs d'huile d'olive sur Salon et autour de Salon. Et c'est une bonne initiative qui permet aux Salonnais aussi de connaître un peu mieux leur patrimoine. Voilà, et aux visiteurs et aux touristes, bien sûr. C'est là que tout se passe? Voilà, c'est là que je transforme le chocolat. Je dis transformer parce que je ne fabrique pas la masse de chocolat de couverture. Par contre, je peux un peu vous en parler de la fabrication du chocolat proprement dit, qui est donc issu d'un arbre qui s'appelle cacaotier, tout simplement. Cacaotier, cacaoyer, on peut dire les deux. On peut dire les deux, voilà. Donc sur cet arbre, il pousse un fruit qu'on appelle le cacao. Et non, c'est pas le cacao. On va y venir, mais c'est pas encore le cacao. Le fruit s'appelle la cabosse. C'est un fruit qui fait à peu près une vingtaine de centimètres, qui, quand il arrive à maturité, a une couleur jaune-orangé. Et cet arbre pousse sur l'équateur, autour de la bande de l'équateur qui sépare le monde en deux. Je mets mon chocolat solide dans cette machine qui me permet de le faire fondre jusqu'à 46 degrés pour du chocolat noir, jusqu'à 50 degrés on va dire maximum, et qui va me permettre aussi de le refroidir, parce que pour travailler le chocolat, il faut que je le ramène autour de 30 degrés, entre 30 et 32 degrés. Et quand il sera à cette température-là, je pourrai le travailler. Donc quand mon chocolat est à cette température-là, je vais pouvoir mouler
Ça c'est un moule à tablette, tout simple, avec une empreinte de cabosse dedans. Donc je remplis mon moule de chocolat et je le mets à refroidir. Au bout de 2-3 heures, il doit se démouler tout seul. Le chocolat se rétracte avec le froid et il se démoule tout seul. Après, ça devient du chocolat. Et après? Ça devient du chocolat. Voilà, après tu as la tablette prête à être croquée. Voilà. Un lent processus de fabrication allié à une technique précise que nous ne vous dévoilerons pas en entier, mais je vous prédis que si vous vous rendez à la chocolaterie Le Nostradamus à Salon-de-Provence, vous découvrirez quelques-uns des secrets des maîtres artisans chocolatiers.